Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire de ce qu'on a appelé les éventreurs de Chicago. Mauvaise appellation à mon avis, parce que ils n'éventraient pas vraiment leurs victimes. Ils découpaient les seins des femmes en vue de cérémonies sataniques. Cette affaire américaine qui remonte aux années 80 est la parfaite illustration de ce que sont fondamentalement ce qu'on appelle les serial killers. Pour le débrief de cette histoire, je ferai appel à celui qui m'a aidé à écrire cette histoire, Quentin Bruet-Ferréol, fondateur d'un site internet qui s'appelle Triangle avec un Y, et auteur aux éditions Bouquins d'un roman sur la secte Heaven's Gate, histoire vraie, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. La réalisation de cette histoire est signée Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène gorissime. Alors, tant qu'à plonger dans le gore, allons-y tout de suite. Le 1er juin 1981, les policiers du comté du DuPage, dans la banlieue de Chicago, reçoivent un appel du gérant d'un motel, le Moonlight. Vous devriez venir. Il y a une odeur insupportable qui vient d'une chambre. À mon avis, il y a un macabé là-dedans. Quand il raccroche, le détective qui a pris l'appel lève les yeux au ciel. « Bon les gars, encore une affaire dans la maison des horreurs. Je viens d'avoir le gérant du Moonlight Motel. Une odeur de charonne qui vient d'une chambre. Il n'y a pas une semaine où il se passe pas un truc dans ce putain de motel. Hein. À un moment, va falloir penser à le raser. Hein. » Et c'est vrai, le Moonlight Motel a sale réputation. Il accueille tout un tas de pervers et de cinglés. Il y a même une légende qui dit qu'un jour, on y a trouvé un bébé mort. Et voilà donc nos deux détectives qui débarquent au Moonlight. Merci d'être venus, messieurs. Suivez-moi. C'est par là. Ça fait quelques jours que ça pue. Hein. Alors au début, j'ai cru que c'était un animal mort, et puis j'ai fini par aller voir, je le reconnais. Et alors ? Eh vous jugerez par vous-même. Voilà le spectacle, messieurs. Sur le lit, le corps d'une femme en état de décomposition avancée. Elle est sur le ventre. Elle a les bras attachés dans le dos et un bâillon sur la bouche. Ok, vous touchez à rien. Je pense qu'elle est morte depuis au moins un mois, cette femme. Hein. Et regarde, il y a un truc dans sa chaussette. Des bifetons. Dans la chaussette, il y a des billets. 13 $. Les policiers se disent, c'est peut-être le prix d'une passe. Peut-être que cette femme était une prostituée. Dites, monsieur, c'est quand que vous avez commencé à sentir cette odeur ? Je dirais 3 jours. Pas plus de 3 jours. Non. Je comprends pas. Vu l'état du corps, il doit plus être bien au moment. Il y a un truc qui ne colle pas. Et maintenant, il faut tenter de savoir qui est cette femme. Dans le quartier, personne ne l'a jamais vue. Sa description ne correspond à aucune femme disparue ces dernières semaines. Mais d'après les collègues de Chicago, les 13 $ dans la chaussette ne laissent pas beaucoup de doute. Du fret dans une chaussette, vous dites ? Ça, c'est une professionnelle de chez nous. Hein. C'est une grande tradition chez les prostituées de Chicago. Elles cachent leur butin dans la chaussette. Par contre, je dois vous dire que j'ai pas de signalement de disparition ou d'affaires similaires pour le moment. Je vous appelle si j'ai quelque chose. Ça y est, en croisant les empreintes digitales et dentaires avec les fichiers de Chicago, on peut donner un nom à la demoiselle. Linda Sutton, 21 ans, arrêtée de nombreuses fois pour prostitution. En revanche, dans le rapport du légiste, il y a un petit problème. J'avoue que je comprends pas, docteur. Vous avez écrit qu'elle était morte depuis 3 jours. C'est une coquille ? Ah non, pas du tout. Écoutez, moi j'ai vu le corps.
Franchement, il avait l'air d'être là depuis au moins un mois. Hein. Vous vous trompez. Vous savez, ou alors je vais vous l'expliquer, que normalement, la décomposition se produit quand des parasites pénètrent par les orifices naturels du corps. Mais ici, on a une plaie énorme au niveau de la poitrine et ça a considérablement accéléré la décomposition. Comment ça, une plaie énorme? Le sein gauche de cette femme a été arraché. Vous ne l'aviez pas vu? Un sein arraché? Ça alors? 6 mois plus tard, en février 82, sur le bord d'une route, on trouve à côté de sa voiture le corps d'une autre femme, une serveuse de 35 ans. Elle a été violée, torturée et amputée du sein gauche. Et dans la foulée, on trouve un troisième cadavre, une femme mariée de Chicago, même scénario, à un détail près. Ces 2 seins ont été mutilés, mais pas arrachés. Et le légiste ajoute un détail assez sordide. Vous voyez, on voit clairement qu'ici et là, les seins de cette jeune femme ont été mordus. Hein. Mordus jusqu'au sang. D'accord, docteur, d'accord. Selon vous, ça s'est passé avant qu'elle soit tuée ou après la mort? Avant, sans aucun doute. Elle était vivante quand on l'a mordue au sein. On en est donc à 3 victimes et toujours aucune piste. Du coup, quand un matin de mai 1982, une femme disparaît sur un parking, la police n'est pas vraiment optimiste. Bon, la fille s'appelle Lori Borowski, 21 ans. Elle travaille dans une agence immobilière. C'est une de ses collègues de travail qui a appelé. En arrivant à l'agence, elle a trouvé toutes ses affaires éparpillées sur le parking. Ses clés, son maquillage, ses chaussures et ben depuis, la fille avait disparu. Et c'est là que l'un des détectives en charge de l'enquête propose d'utiliser un de ses talents cachés, l'hypnose. Je propose de placer sous hypnose tous les employés de l'agence immobilière dans laquelle cette femme travaillait et aussi tous les gens du voisinage. Je pense que ça peut leur permettre de se souvenir de choses qui leur ont échappé. C'est un peu louveteung comme idée. Mais pourquoi pas? Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Je me souviens, sur le parking, ce jour-là, j'ai vu un van rouge. Rouge ou orange. Je ne sais plus exactement. Avec ça, on est bien avancé. Deux semaines après la disparition de Lori Borowski, une nouvelle femme est enlevée sur le bord de la route. Elle s'appelle Shui Mack. Qu'est-ce qu'elle faisait sur le bord de la route? Son frère l'y avait déposée après une dispute. T'as qu'à rentrer toute seule. Ça te fera les pieds. S'il avait su, apparemment une autre voiture s'est arrêtée pour la prendre et on ne retrouvera son cadavre que 4 mois plus tard. Son sein gauche a été arraché. On en est à 4 victimes. Et c'est pas fini. Loin de là. Au mois d'août, nouvelle victime le long de la Chicago River. Sandra Delaware, 20 ans, prostituée. On lui a arraché un sein. Et fin août et début septembre, 2 victimes de plus. Elle aussi, on leur a arraché le sein gauche. On en est à 7 victimes. Et c'est à ce moment-là qu'une femme se présente spontanément aux policiers. Voilà. J'ai été enlevé par 2 hommes. Ils m'ont fait monter de force dans un van. Et ils m'ont obligé à faire des choses atroces. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, exactement? Eh ben, ils avaient un couteau. Ils m'ont découpé
un sein avec. Et après, ils m'ont attaché les mains dans le dos. Et ils m'ont jeté dans la rue. Vous vous souvenez de la couleur du van? Oui. Il était rouge. Je m'en souviens très bien, il était rouge. Un van rouge. Vous vous rappelez? Le voisin placé sous hypnose a dit exactement la même chose. « 5 octobre 1982, 2 heures du matin. Comme tous les soirs, Denise Gardner tapine sur les bords de la North Avenue. La soirée n'a pas été bonne, elle a désespérément besoin de trouver un client. Soudain, au coin de la rue, apparaît un van rouge qui vient s'arrêter juste devant elle. Elle se dit super, un client. Le conducteur est un homme blanc, plutôt jeune, maigre, très propre. C'est combien? 20 $. Je t'en donne 25. 25? Ma foi, c'est une aubaine. Le type l'a fait monter à l'arrière. Bizarre. Il démarre, il roule un peu. Il trouve un endroit calme. Il s'arrête. Et là, il sort un flingue. Déshabille-toi. Déshabille-toi, je te dis. Et avale ça. Avale ça. Il vient de lui tendre des pilules qui lui font tout de suite tourner la tête. Elle a juste le temps de s'apercevoir que maintenant il a un couteau à la main. Et tout devient flou. À ce moment-là, elle est persuadée qu'elle va mourir. Mais si jamais elle survit, elle veut se souvenir de tout ce qui s'est passé. Alors elle se concentre et elle grave le plus de détails possible dans sa mémoire. Si elle s'en sort, elle va se venger. Elle s'en fait la promesse. Le lendemain matin, Fred Smithson, 27 ans, sort se promener. Et il tombe sur un corps allongé au milieu des poubelles. Il se met à hurler. « Il y a un cadavre ici! Il y a un cadavre !» Quelques minutes plus tard, le camion des pompiers arrive. Le corps est celui d'une femme. Elle est face contre terre, immobile. Il y a du sang partout. Une horreur. C'est la première fois que Fred voit un cadavre. Les pompiers décident de retourner le corps pour le mettre sur le dos. Je croyais qu'il fallait pas toucher un corps avant l'arrivée des flics. Ça dépend, Fred. S'il s'agit d'un cadavre, tu as raison. Mais ça n'est pas un cadavre. Elle est vivante. Denise Gardner est vivante. Son sein gauche a été arraché. Elle a perdu beaucoup de sang, mais c'est un miracle. Elle a survécu. Les pompiers la conduisent tout de suite aux urgences. Denise est sauvée. Et donc elle va pouvoir parler. Et elle va devenir l'ennemi numéro 1 de l'ordure qui lui a fait ça. Denise est là, couchée dans sa chambre à l'hôpital, et face à elle, il y a 2 détectives de Chicago. Bon, messieurs, vous pouvez l'interroger, mais soyez brefs. Si vous voyez qu'elle fatigue, vous la laissez tranquille, vous aurez affaire à moi. Promis. Merci, docteur. Denise est là, sur son lit, elle est dans un sale état. Et surtout, à cause de ses blessures, elle ne peut pas parler. Bonjour, madame. On est de la police de Chicago. On est là pour comprendre ce qui vous est arrivé. Donc on va vous poser quelques questions. Vous clignez des yeux pour dire oui, et vous secouez la tête pour dire non. Ok? Elle répond oui en clignant des yeux. Elle a compris. Et surtout, elle a envie de parler. Elle a envie de dire ce qu'elle a vu. Elle a cette promesse qu'elle s'est faite quand elle a cru mourir. Elle veut aller au bout. Bien, madame.
La personne qui vous a fait ça, il est brun? D'accord, il est brun. Il est grand? Non, d'accord, il n'est pas grand. Il a une barbe? Ok, non. Une moustache? Oui, une moustache. Les yeux de quelle couleur? Vert? Non. Noir? Ok, non plus. Bleu? Ok, il a les yeux bleus. Et ensuite, les deux policiers lui font décrire la voiture dans laquelle elle est montée. Et à coup de clignement des yeux, elle leur fait comprendre qu'il s'agit d'un van rouge, que les vitres sont teintées et que l'arrière du van est séparé de l'avant par une planche en contreplaqué. Merci beaucoup, madame. Tout ce que vous nous avez dit est très précieux. On reviendra vous voir quand vous irez mieux. Prenez soin de vous, madame. Ça va aller. Et là, ils vont pour sortir, quand ils entendent un bruit métallique. C'est Denise. Elle vient de se rappeler de quelque chose, alors elle a tapé sur l'armature de son lit. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez encore quelque chose à nous dire? Vous voulez un stylo? Et du papier? Ok. On va essayer de vous trouver ça. Ils lui tendent un stylo, et elle écrit « 2 plumes attachées au rétroviseur central, une blanche et une bleue. » Elle se l'était promis. Elle se souviendrait de tout. Elle veut le coincer, ce salopard. Elle veut le coincer. Trois semaines plus tard, 6h30 du matin. Patrouille à autorité. Nous avons devant nous un van rouge avec des vitres teintées et une cloison en contreplaqué à l'intérieur. Ok, vous la lâchez pas, hein, vous la prenez en filature. Vous la lâchez pas, hein. Pendant ce temps-là, 2 détectives du quartier foncent sur place. Ils n'y croient qu'à moitié. Un coup de chance comme ça n'arrive jamais. Ils arrivent au niveau du van, ils dégainent. Police! Baissez votre vitre! Baissez votre vitre tout de suite! L'homme est jeune. Il porte un t-shirt blanc et un jean. Et il ne ressemble pas du tout à la description faite par Denise. Elle a parlé d'un brun, et celui-là est roux, bouclé. Il a l'air ahuri, complètement effrayé. Et si c'était pas le bon? Si c'était pas le bon van? Bah si, c'est le bon, enfin, il y a 2 plumes accrochées au rétroviseur, une blanche et une bleue. Vous sortez immédiatement du véhicule. Calmement. Voilà. Calmement, les mains bien en l'air. Voilà. L'homme dit s'appeler Eddie Spreitzer. Il est à vous, le van? Non, il est à mon patron. Il s'appelle comment, votre patron? Robin Gecht. Le gamin est terrorisé. Il a l'air d'être au bord de l'arrêt cardiaque. Ok, Eddie, pas de problème. Tu vas nous amener gentiment jusqu'à ton patron. Faut qu'on lui parle. Et le gamin les amène jusqu'à une sorte de hangar. Robin, viens. Il y a des messieurs qui veulent te parler. Et là, il apparaît dans la lumière. Il colle parfaitement à la description faite par Denise. Brun, petit, moustachu, les yeux perçants. C'est lui. Dites, monsieur, c'est votre van? Ouais, pourquoi? Eh bien parce que ce van, monsieur, ressemble à s'y méprendre à un véhicule qui a été utilisé dans une série de crimes. On aurait pu imaginer qu'en face, le type se mette à trembler comme une feuille. En garde à vue, Robin Gecht ne lâche rien. Il nie tout en bloc. Il a réponse à tout. Très bien, monsieur Gecht. Alors vous allez venir avec nous, hein? On va rendre visite à quelqu'un. C'est quoi ça? Vous voulez m'emmener où? Vous verrez bien. Allez, on y va.
Mais on va où, là? On va à l'hôpital, monsieur. Enfin, pourquoi faire? Je comprends pas. On a une petite surprise pour vous. Vous verrez, ça va vous passionner. L'idée des deux détectives, c'est d'organiser une séance de tapissage dans la chambre de Denise à l'hôpital. Et pour ça, ils ont demandé qu'on installe une vitre teintée dans sa chambre et qu'on fasse venir 4 détenus pris au hasard. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est rien, monsieur. C'est rien. Mettez-vous au milieu de ces hommes-là. Voilà. Et vous mettez ce numéro autour de votre cou. Très bien. De l'autre côté de la vitre, Denise est là, dans son lit. Bien. Madame, je sais bien que ça va pas être facile pour vous, mais regardez bien ces 5 hommes qui sont devant vous. Prenez votre temps. Est-ce que parmi eux, vous reconnaissez l'homme qui vous a agressé? Et sans hésiter une seconde, elle désigne Robin Guest. Et juste après, elle est submergée par la terreur et elle perd connaissance. À ce stade, on pourrait penser que l'histoire est finie, enfin presque finie. Le tueur de Chicago a été arrêté, il a formellement été reconnu par une des victimes, son van rouge correspond parfaitement à celui qu'on a décrit dans plusieurs témoignages. Il avouera ou il avouera pas, on verra bien, mais il est cuit. Sauf que les détectives qui travaillent sur cette enquête ont un doute. Si tu veux mon avis, il avouera jamais. Il va nous faire tourner en bourrique, on va perdre notre temps à l'interroger pendant des heures, mais il avouera pas. Et puis il y a autre chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'a pas fait ça tout seul. Je pense qu'il y a un ou des complices. Il y a trop de victimes. Ok. Mais à qui est-ce que tu penses? Le petit Eddie Spreitzer, là. Le rouquin. Le trouve-louche. Ok. Ouais, t'as peut-être raison. Et donc le rouquin est arrêté à son tour. Il est paniqué, totalement désarçonné. C'est un fruit mûr en vérité qui ne demande qu'à tomber. Un bon coup de pression et il se met à raconter des histoires terribles. Avec Robin, on a souvent ramassé des putes dans notre van. Une fois j'étais caché et il en a fait monter une à l'arrière. Il aime bien leur faire des trucs. Surtout leur couper les seins avec un couteau ou alors avec un fil en acier, il tire comme ça le stick. Ou alors un fil de pêche, clic, en serrant très fort, quoi. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on en a pris une sur le bord de la North Avenue. Denise, il est en train de parler de l'agression de Denise. Manifestement, il ne sait pas qu'elle a survécu. À la fin, on a jeté le corps dans une allée, on l'a caché sous les poubelles et on est parti. Vous savez pourquoi votre ami Robin arrache le sein de ses victimes? Les seins, ça l'obsède. C'est son truc, quoi. C'est une obsession sexuelle, si vous voulez. Mais les seins qu'il découpe, qu'est-ce qu'il en fait? Ils servent dans des rituels. Il fait ça à chaque fois avec toutes les femmes. Ça se passe dans son grenier. Il pose le sein et il se met à chanter des chants sataniques. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent, les seins? Il les mange. Nom de Dieu, le tordu. Il bouffe les seins de ses victimes après avoir pratiqué un rituel satanique. Eddie Spreitzer dit qu'il a participé aux côtés de Robin Guest à 7 meurtres. Vous étiez seul à accompagner Guest dans ces meurtres sordides? Vous étiez seul ou pas? Non. Il y avait aussi Andy.
Andy. Andy comment? Andy Cocorales. Il sort d'où, celui-là? Il est comme moi. C'est un employé de Robin. Andy Cocorales est interrogé à son tour. C'est un gamin de 19 ans. Il avoue tout de suite. À combien de meurtres avez-vous participé, monsieur Cocorales? Combien? 18, je pense. 18? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Vous êtes tout jeune. C'est Robin, il voulait, hein. Vous comprenez, quand Robin veut quelque chose, c'est plus fort que vous, hein. Faut que vous le fassiez. Il a un super pouvoir, vous savez, Robin. C'est terrifiant. Ces trois-là forment une sorte de secte, comme celle de Charles Manson au début des années 70. Un gang de psychopathes. Et c'est pas fini. Les policiers convoquent aussi le grand frère d'Andy, Tommy Cocorales, 23 ans. Il reconnaît que lui aussi a participé à l'un des meurtres. Et cette fois-ci, le gang est au complet. Ils étaient 4. Robin Geist, Eddie Spritzer et Andy et Tommy Cocorales. Mais nous, on n'a fait qu'obéir à Robin. Robin, c'est lui, il décidait de tout. C'était le cerveau, si vous voulez. Nous, on faisait que suivre sa volonté. Je comprends pas. Comment est-ce qu'il vous a convaincu d'entrer dans cette folie? Mais je crois que vous n'avez pas compris. Robin, il est en contact avec les forces du mal. Robin, il parle avec Satan. Il sait des tas de choses que vous ne savez pas et qu'on ne savait pas nous aussi. Et puis on avait peur de lui. Et on avait compris que Robin, faut jamais lui dire non. Jamais. Mais en recoupant le récit des trois compères, les policiers découvrent aussi que Robin Geist est un sacré manipulateur. Car figurez-vous qu'il n'a jamais tué aucune des femmes lui-même. Il s'est juste contenté de leur découper les seins. Après, quand il fallait, je sais pas, mettons, étrangler la femme ou je sais pas, la tuer à coups de hache, c'est nous qu'on le faisait. Il nous disait fais-le et on le faisait, quoi. Lui, Robin, il s'arrête quand il a découpé les seins. Malin. Malin comme le diable. Maintenant, il faut les juger, ces 4-là. Avec cette difficulté que Robin Geist est le cerveau malade de ces crimes terrifiants, mais il n'a pas tué lui-même. Il n'a fait que découper les seins de ces femmes et les utiliser lors de cérémonies sataniques. Et les manger aussi, à la fin. Alors que les 3 autres dont il a retourné le cerveau ont tué, eux, tous les 3. Monsieur Tommy Cocorales, plaidez-vous coupable du crime de mademoiselle Laurie Borowski? Oui, votre honneur. Il est condamné à 70 ans de prison. Son frère Andy, qui a avoué plusieurs meurtres, est lui condamné à mort et exécuté en 1999. Monsieur Eddie Spritzer, plaidez-vous coupable pour les 4 meurtres et tentatives de meurtre dont vous êtes accusé? Oui, votre honneur. Il est condamné à mort et sa sentence commuée en prison à vie en 2003. Monsieur Robin Geist, plaidez-vous coupable ou non coupable des faits qui vous sont reprochés? Non coupable, votre honneur. Jusqu'au bout, Robin Geist ne lâche rien. Et il échappe finalement à la peine de mort. Il est condamné à 120 années de prison. Au final, on attribue à ce gang de tordus satanistes au moins 18 morts. Mais probablement beaucoup plus. Tous ceux qui ont enquêté sur cette affaire en sont convaincus. My God, fucking histoire. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de ce qu'on a appelé
à tort à mon avis, mais j'y suis pour rien, les éventreurs de Chicago, un gang de psychopathes qui, dans les années 80 aux États-Unis, a fait un minimum de 12 victimes, des femmes, auxquelles le gourou Robin Geist coupait les seins en vue de cérémonies sataniques. Et je débriefe cette histoire avec vous, Quentin Bruet-Ferréol. Vous vous intéressez depuis longtemps aux tueurs en série américains et aux sectes américaines, et c'est là que ça m'intéresse là maintenant, tout de suite, au point que vous avez consacré un site internet qui s'appelle Triangle avec un Y. On est d'accord que les éventreurs de Chicago, c'est pas la bonne appellation. Ils n'ont éventré personne. Pas du tout. Justement, il y a quelque chose de très particulier avec leur modus operandi, c'est qu'il évolue. Il y a un motif central, vous l'avez décrit, cette obsession de Robin Geist pour le sein gauche, mais sinon ça évolue. On dirait que c'est des drogués qui cherchent à augmenter les doses, à tester de nouvelles choses. Il y a du marteau, il y a du couteau, il y a de l'étranglement. La liste est extrêmement longue, ça ne s'arrête pas et c'est très peu coutumier. Alors ça aurait été plus difficile pour leur trouver un nom. Ouais, alors on s'est contenté d'un mauvais nom. Alors j'avoue de grandes lacunes dans ma culture générale en ce qui concerne le satanisme américain dans les années 80. On est au cœur d'un mouvement à cette époque-là. Il y a une grande mode du satanisme qui est globale, à la fois du côté de la culture populaire, avec des groupes de métal, et de l'autre côté, un phénomène qu'on connaît peu en France, qui s'appelle la panique satanique. Et c'est un contexte qui est important pour comprendre la façon dont les Américains vont vivre la révélation de ces éventreurs de Chicago. Parce Donc que c'est quoi alors la panique sataniste ? La panique satanique, vous vous doutez que donc c'est un nom que les journaux adorent, qui rime, ça décrit une espèce de panique morale chez les puritains américains où on a l'impression qu'il y a un complot satanique partout, dans les jeux de rôle, dans la musique, absolument partout, y compris dans les crèches. Les satanistes sont partout. Et forcément, c'est du délire. Il y a beaucoup de cas de fausses accusations, des gens qui sont traînés devant les tribunaux. Ça va très très loin. Il y aura une grande enquête du FBI. Ce ne sont pas juste des mots. Mais imaginez que dans ce grand délire apparaissent nos 4 amis, nos 4 compères délirants, qui eux sont de véritables satanistes, qui se disent absolument convaincus des théories d'Anton LaVey, notamment le créateur de l'église de Satan. Mais je veux comprendre, de quoi est-ce qu'ils ont peur les gens qui sont dans cette panique sataniste ? C'est concrètement. Ils ont peur des pédophiles satanistes. On l'entend encore aujourd'hui. Ah oui, c'est complètement dans les théories du complot actuelles. Aujourd'hui, on parle encore de pédosatanistes. Et bien la racine de cette espèce de terreur des pédosatanistes, avec tous ces complots, ça remonte à Hillary Clinton, Bill Gates, partout, le puçage, tout ça, ça vient de l'Amérique dans les années 80, de textes puritains, notamment Michel Remembers, qui est l'histoire d'une personne qui a vu un psychiatre, qui lui a fait remonter de faux souvenirs et qui a réalisé qu'elle avait été dans des rituels sataniques où elle avait été violée. Des faux souvenirs, une manipulation. Alors ces rituels sataniques, justement, ces cérémonies auxquelles se livre Robin Geist, ça implique systématiquement la présence sur une table d'un morceau de corps humain ? Il y a toujours cet aspect fétichiste qui est toujours là. Mais ce que je trouve important de dire, c'est que finalement, le satanisme est un prétexte. Ça obsède ceux qui entendent parler d'eux. Mais pourquoi Robin Geist a-t-il cette obsession du satanisme ? Son obsession, c'est une instrumentalisation du satanisme. Ça n'a pas grand-chose à voir, surtout avec le satanisme dont il se réclame, le satanisme de l'église de Satan, Anton LaVey. Anton LaVey, donc c'est une figure extrêmement connu à l'époque, il adore faire peur aux bourgeois, il adore parler de Satan. Mais cette figure dont Robin Geist se réclame, il ne croit pas à Satan. Il n'y croit pas du tout. C'est juste pour choquer les bourgeois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire le show. Et en quoi il croit ? C'est un psychopathe... rigolo, c'est quelqu'un qui fait des blagues. Robin Geist le prend au sérieux. Alors que Anton LaVey, c'est en fait un amuseur qui défend, avec de l'ésotérisme, il défend notamment même la cause animale. C'est pas du tout quelqu'un qui prône l'homicide. Il a même organisé un enterrement sataniste pour son petit chat. C'est un tendre. Qu'est-ce qu'il faisait des saints, en vérité, Robin Geist ? Donc ils sont là, posés sur la table, pendant qu'il fait ses chants sataniques. Ils s'en servent de récipients pour différents rituels qui mélangent sexe et en effet
une vision un peu délirante du satanisme. Et ensuite, il leur fait manger. Ce que je pense... Il fait manger à qui ? Il leur fait manger à ses 3 complices. Ouais. Parce que l'objectif de tout cela, finalement, c'est de les dominer. Pourquoi c'est un gourou ? Pourquoi c'est un Manson ? Parce que dans ces victimes, il y a bien sûr toutes ces femmes au destin tragique, mais il y a aussi ces 3 pauvres types qui finalement sont persuadés, ils étaient un petit peu empreints de satanisme, ils ont 19, ils ont 20 ans, ils écoutent Black Sabbath, ils sont empreints de cela, ils découvrent Robin Gage qui leur dit qu'il est en contact avec le diable, et alors forcément quand ils commencent à faire des rituels aussi sérieux, ils se disent, ça peut pas être du chiquet, c'est vraiment un ami du diable. C'est une secte pour vous, c'est-à-dire que la mécanique d'une secte avec le gourou, avec les membres qui sont, sous emprise. C'est une secte, mais je dirais qu'il faut dire 2 choses. D'abord, en effet c'est une secte, mais il y a une rencontre. Ce n'est pas par hasard qu'il est tombé sur ces 3 gars. C'est un gourou, il a compris que ces gars avaient un terrain. Et leur terrain, c'est quoi, la faiblesse ? C'est la faiblesse, mais c'est aussi la perversion. Il y a cette expression, l'alignement des astres. Avec eux, c'est l'alignement du désastre. Ce sont les Beatles du sadisme. On ne peut pas transformer n'importe qui en sadique pareil. Donc, ils trouvent les bonnes Même sous personnes. emprise, même manipulés par un gourou très puissant. Je ne pense pas, c'est très difficile. Ils sont jeunes. Hein. Ils sont jeunes, mais de là à réussir à leur faire commettre de tels actes, ils trouvent des gens qui ont un terrain. Et pourquoi c'est une secte ? Parce qu'il va développer chez eux une dépendance avec 2 méthodes, la carotte et le bâton. La carotte comment ? Ils sont fauchés, ils sont pas futés. Il leur donne quoi ? Il leur donne un toit, un boulot, c'est leur patron, et il leur donne de l'argent. En plus, il se présente comme un vrai patron, allié du diable. Il les impressionne, il les fascine. Ça, c'est la carotte. Il leur donne même de l'affection. Et puis, il y a le bâton. Il les terrorise, on le voit. Ils ne vont jamais oser témoigner contre lui parce qu'ils sont persuadés qu'il a des pouvoirs. Ils sont sous emprise. Et c'est pour ça que lui n'écopera que d'une accusation, une condamnation pour tentative de meurtre. Et c'est tout. Il a exercé une telle emprise sur eux, si on regarde les critères des dérives sectaires, on est en plein dedans. Il y a l'embrigadement, le personnage charismatique, la manipulation mentale. Il y a tout de la dérive sectaire. C'est tellement inédit, on connaît les tueurs en série, on connaît les sectes, et là, on a une secte de tueurs en série. Alors, ça, j'en ai pas parlé, mais Robin Gage t'a croisé les pas d'un autre grand tueur en série américain, dont j'ai raconté l'histoire dans On de la te raconte, qui s'appelle John Wayne Gacy. Ça m'a rappelé, je pense, en 2 phrases, je peux rappeler l'histoire et les gens vont dire « Ah oui, c'est lui ». Donc c'est un gars qui, le jour, faisait le clown auprès d'enfants malades, pour leur apporter un soutien moral, et qui, la nuit, tuait de jeunes garçons. Il en a tué combien ? 33. Et ils se sont croisés, tous les 2. Ils se sont croisés. Il y a un moment, à Chicago, où on avait 2 tueurs en série dans le bâtiment, et ils se connaissaient. John Wayne Gacy est plus âgé, il a arrêté quelques années avant que la série de massacres des éventreurs commence, et lui, il a une entreprise bien installée. Robin y commence, il fait partie de ses prestataires. Alors, ils se sont croisés. Certains disent que c'est tout. Moi, je pense que c'est probablement tout. Et alors d'autres, je ne résiste pas à vous partager cette théorie, qui n'est qu'une théorie, mais certains pensent que c'est Gacy qui a appris un peu les bases du métier. Alors, le bâtiment et bien sûr aussi l'étranglement, parce que John Wayne Gacy est aussi un grand étrangleur. On pense que c'est possible, mais il n'y a aucune preuve. Gacy a été exécuté. Et Robin Gage, comme il le dit lui-même, est parfaitement innocent. Ouais, il n'y a rien à en tirer. Alors justement, c'est assez intéressant de le voir jouer au chat à la souris avec les policiers, ne rien avouer, laisser courir un peu les choses comme ça. Je me demande, moi, il y a 2 survivantes dans cette histoire. Il y a une première femme qui dit qu'elle a été agressée, qu'on lui a coupé le sein, et puis il y a Denise qui va amener à sa perte. Et c'est à se demander si, au fond, il n'a pas fait exprès. Parce que je me dis que pour un psychopathe, la phase ultime du plaisir, c'est de pouvoir jouer au chat et à la souris avec les flics. Il y a environ 15% des tueurs en série qui agissent en groupe. Les équipes de serial killers, il y en a plein. Et l'une de leurs motivations, c'est quoi ? Il y en a 2. Les spectateurs, ils aiment avoir des spectateurs et ils aiment qu'on les regarde. C'est un peu des 2. Et Robin Gage, pourquoi il recrute des gens ? C'est pour qu'on le voit. Et pourquoi il recrute des gens ? C'est aussi parce que comme ça, il peut les accuser. C'est des boucs émissaires. Il prend des gamins
et il les accuse après. Donc quand il est arrêté par la police, en effet, il y a une montée en violence. Il fait de plus en plus n'importe quoi, notamment la tentative de meurtre sur Dennis Gardner est extrêmement chaotique. On se demande s'il n'a pas fait exprès et s'il n'a pas vu un peu préparer le terrain, se faire choper, accuser ses équipes. Pour entrer au panthéon des tueurs en série. Totalement. On dirait qu'il a tout prévu. Il y a une sorte d'hubris chez cet homme. Ça dure pas longtemps. Ça commence en 80, ils sont arrêtés en 82. C'est très bref. Et on dirait qu'il ne peut pas s'en empêcher, mais il se dit quelque part, je peux m'en tirer. J'ai mes 3 gars, je vais les sacrifier, ils ont peur de moi, et je vais m'en sortir et je vais tous les regarder. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Merci beaucoup Quentin Bruet-Ferréol pour ce débrief de cette histoire donc des éventreurs de Chicago qui n'éventraient pas. Je rappelle le titre de votre roman paru aux éditions Bouquin qui s'appuie sur l'histoire vraie d'une secte américaine qui s'appelle Heaven's Gate. Le livre s'appelle Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.